Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce débat qui a été composé par la revue Transfuge, dont je suis la représentante aujourd'hui. Voilà, comment est-ce qu'on a choisi ces auteurs? On les a choisis, comme chaque année quand on vient ici, parce que c'était nos grands coups de cœur en littérature française de la rentrée. Et vous allez voir qu'en plus de ça, parce que vous savez, c'est toujours un peu difficile ce genre de choses. On peut se retrouver tout d'un coup avec un homme qui a écrit une histoire de meurtre et à côté une fille qui a écrit ses premiers amours. Parfois, ils n'ont rien à voir et pas grand-chose à se dire. Mais la grande chance cette année, c'est que ces 4 auteurs ont beaucoup de points communs. Et même s'ils ont chacun leurs univers, leur style, leur œuvre derrière eux, ou pas d'ailleurs, eh bien ils ont voilà, des terrains d'entente qui, j'espère, vont apparaître aujourd'hui. Alors, je commence par vous, Léonora Miano. Merci d'être là. Vous faites la couverture de notre numéro de Transfuge. Vous avez écrit Crépuscule du tourment. On vous connaît pour beaucoup de vos livres précédents sur l'Afrique, sur la féminité. Et là, c'est un livre magnifique. C'est 4 femmes, 4 voix, 4 femmes en Afrique qui essayent chacune à leur manière de vivre en liberté, avec les difficultés que ça pose. À côté de vous, Santiago Amigorena, merci d'être là. Les premières fois. Alors, Les premières fois, c'est un livre qui s'inscrit dans votre travail autobiographique que vous avez commencé il y a plus de 15 ans maintenant, je crois, et qui raconte votre adolescence et ses recherches amoureuses, ses amitiés, et quand même ce goût pour les femmes qui s'éveille chez vous. Après l'exil d'Argentine, vous nous en parlerez, un livre extrêmement proustien, comme le sont souvent vos livres. Gaël Faye, merci d'être là. Alors vous êtes notre primo-romancier. Petit pays est un livre extraordinaire. Il a reçu le prix Fnac il y a maintenant une semaine. C'est un récit qu'on imagine assez autobiographique, mais vous nous direz peut-être pas entièrement. C'est l'histoire d'une enfance au Burundi, dans les années 80, où vous voyez, dans les années 80-90, 90, d'accord. Où l'enfant grandit petit à petit. On commence, il a quoi, 8-9 ans, et puis finit à 12-13. Et le pays d'à côté est en guerre, c'est le Rwanda. Le Burundi va être en guerre aussi. Et comment est-ce que ce jeune homme va faire l'apprentissage et de la vie et de la violence? Et puis Lionel Duroy, merci d'être là aussi pour l'absente. On connaît vous aussi vos obsessions personnelles. Vous mettez toujours en scène un personnage qui vous ressemble, Augustin, qui a votre vie et ne l'a pas entièrement. Et cette fois-ci, au cœur du livre, il y a l'absente, c'est-à-dire votre mère. Cette mère qui a été déclassée, qui a été expulsée et qui s'est retrouvée avec ses 8 enfants, passant de Neuilly à un HLM, ne supportant pas ce déclassement, cette chute sociale, et vous en faites un portrait somptueux. Alors, je vais commencer avec vous, Léonora Miano. Justement, je disais un peu de vous 4 qu'il y a évidemment une part autobiographique extrêmement forte. Ces 4 femmes qui essayent chacune à leur manière de vivre à leur façon dans ce pays africain qui n'est pas cité, mais on imagine qu'il est un peu proche du Cameroun de votre enfance. Dans quelle mesure incarne-t-elle votre expérience? Bonjour à tous. Alors, il me faudrait beaucoup de temps pour vous dire ça. Mais on va essayer de résumer un peu les choses. La première de ces femmes qui s'exprime et qu'on ne connaît que sous le nom de Madame, qui est son titre social, est une sorte de grande bourgeoise africaine. Je lui ai prêté le milieu dans lequel j'ai grandi, le tempérament de beaucoup des femmes que j'ai connues dans cet environnement, l'importance aussi qu'elles accordaient au statut social et les choix qu'elles pouvaient faire eu égard à cette importance donnée à la place qu'on a dans la société. Donc je me suis inspirée beaucoup de figures connues pour la composer. Je lui ai aussi prêté
une mémoire familiale que je connais un peu. Pour Amandla, je dirais que ce que nous pouvons avoir de commun est plus en rapport avec son idéal en matière de relations amoureuses. Hein, c'est mon idéal aussi. Je ne cherche plus forcément un homme qui me parle de Kant. Hein, il peut planter des clous s'il veut. Et comme je suis un peu occupée dans la vie, il n'est pas obligé d'être là tous les jours. Et ça ne me dérange pas non plus. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de le posséder. Nous avons ça en commun. Mais elle m'a été inspirée par des personnes que j'ai vues en France pour son, sa sensibilité politique. Elle m'a été inspirée par des jeunes femmes antillaises que j'ai pu voir dans des milieux un peu radicaux dont on parle peu. Ixora, je ne dirais pas lui avoir prêté véritablement une expérience vécue, mais plutôt une possibilité que j'envisage pour moi et pour d'autres femmes un jour de s'éprendre d'une femme, alors même qu'on n'y a jamais pensé, alors même qu'on ne se définit pas nécessairement comme homosexuel, mais que cela puisse vous arriver. Et à Tiki, qui est la fille de Madame, j'ai prêté beaucoup de souvenirs de mon adolescence. Peut-être une vision un peu particulière aussi du monde qu'on peut avoir quand on est issu de ce milieu culturellement hybride et que finalement on a sa place véritablement nulle part. Alors moi je me suis fait la mienne et je pense qu'elle est en voie de trouver la sienne également. C'est ce que je pourrais dire assez vite. C'est très juste quand vous dites que ce sont des personnages qui n'ont pas réellement leur place, qui sont sans cesse en marge de différents milieux. C'est une vraie question chez vous, Lionel Duroy, puisque vous racontez une enfance qui, je l'ai dit, est née d'un déclassement et qui a fait de votre narrateur, donc on le suppose un peu vous, un homme hors classe. Est-ce que c'est ce roman d'apprentissage que raconte aussi l'absente? Ce qui m'a surpris, en fait, en écrivant l'absente, c'est de retrouver ma mère à mi-parcours. Je n'avais pas du tout prévu cette aventure en commençant ce livre. À l'origine de l'absente, il y a quelque chose de très violent pour moi, qui est l'obligation de vendre ma maison, la seule chose que je possédais. Je vous dis tout de suite qu'en vrai, j'ai pu la garder, la maison. Mais pendant une année, j'ai eu un tel effroi de devoir la vendre, parce que je n'avais pas l'argent pour la garder, que j'ai vécu la souffrance de mes 4 enfants parce que je sais que ça aurait été un effondrement. Et donc, en fait, j'ai décidé d'écrire un roman sur ce qui aurait pu arriver si j'avais dû me séparer de cette maison. Et le livre, donc, s'ouvre dans une espèce de road movie comme ça, où Augustin, qui est effectivement mon double, comme le dit justement Oriane, charge sa voiture avec les photos et les quelques objets auxquels il tient le plus et s'en va sans savoir où il va. En fait, en commençant ce livre, je pensais que ça allait très mal se finir, parce que ces aventures se terminent toujours très mal. Et je pensais que Augustin allait finir par s'écraser contre un arbre. Et il commence un tour de France comme ça. J'aime beaucoup écrire sur nos limites. Vous savez, quand on marche vraiment au bord du gouffre, dans un grand déséquilibre. Parce que dans la vie, on est tous traversés à un moment ou à un autre par une immense fragilité qui fait qu'on pourrait tomber, effectivement. Et cet état-là, limite, m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis soudain, en fait, et je ne l'avais pas du tout prévu, cette espèce d'expulsion que vit Augustin est quand même un retour de ce qu'a vécu la mère l'année de ses 9 ans lorsqu'elle a été chassée de sa maison. Et c'est cette rencontre des deux qui fait qu'en fait, pour la première fois de ma vie, après avoir tellement écrit et après l'avoir toujours campée comme une folle parce qu'elle est devenue effectivement folle l'année de mes 9 ans quand on a été chassé par la police, etc. Enfin, c'est très violent cette année-là. Ça a déterminé toutes nos vies à nous, les enfants. On était 10. Et à ma mère qui, en fait, est devenue malade, qui était une folle et qui, à partir de cette année-là, est devenue pour ses enfants un objet d'effroi. Et c'est pour la première fois, en écrivant l'absente, je l'ai reconnue parce que je suis beaucoup plus vieux qu'elle quand ça lui est arrivé. J'ai songé qu'elle n'avait eu que 38 ans et déjà 8 enfants
quand on a été mis dehors et qu'elle s'est effondrée comme une folle, qu'elle s'est mise à tourner puis qu'elle a été enfermée. J'étais enfin plus vieux qu'elle, et au lieu d'être un objet d'effroi, elle est devenue un objet d'émotion, en fait. Et je me suis mis à travailler sur elle, et l'absente, qui commence comme un road movie, comme ça, assez destructeur, devient un livre, je crois, et ça me fait plaisir, assez lumineux, sur qui a été cette femme avant de devenir folle, en fait. Qui était-elle vraiment? Et en fait, ça m'a fait beaucoup de chagrin de me souvenir, quand j'avais 10 ans, 11 ans, et mes frères et sœurs avant, ou plus ou moins que moi, que chaque fois qu'elle nous approchait, en fait, on s'enfuyait, on allait se cacher parce qu'elle nous faisait peur. Et tout d'un coup, je me suis mis dans sa tête, et j'ai pensé qu'elle avait que 40 ans, et que voir qu'on fait peur à nos enfants, c'est quand même un cauchemar absolu, en fait. Et donc voilà, c'est ce livre-là, l'absente est devenu ce livre-là, commencé comme un livre assez dur et assez morbide. Il est devenu un livre qui m'est très cher, en fait, qui m'est très cher aujourd'hui. Gaël Faye, vous aussi, c'est un livre qui est assez dur, mais qui commence comme un rêve d'enfant. Quand vous avez commencé à écrire Ce petit pays, est-ce que vous redoutiez la dureté de votre récit? Et c'est pour ça que vous avez commencé par cette enfance douce et innocente? Bonjour à tous. J'ai écrit Petit pays. Je pense la première raison, c'est que j'ai vécu 2 années de guerre au Burundi, donc de mes 11 ans à mes 13 ans. Et tout est passé très vite. Je me souvenais avoir eu une enfance très heureuse. Mais voilà, l'arrivée en France a été brutale. Je me souvenais plus du tout de cette époque-là. Et ce récit, c'était une manière, cette histoire, c'était une manière pour moi de redérouler un petit peu ce paradis perdu, essayer de retrouver des sensations, essayer de retrouver des odeurs, des couleurs. Et la guerre, le génocide au Rwanda, tout ça arrive successivement, mais par petites touches. Et c'était pas l'ambition première de parler de cette situation politique. Ce qui m'intéressait, c'était surtout à hauteur d'enfant, de voir comment les choses pouvaient se dérouler et qu'est-ce qu'un enfant pouvait se dire dans un tel contexte. Gabriel, c'est bien sûr un alter ego, sauf que lui, il a la lucidité que moi, je n'avais pas à cette époque. C'est vrai que ce qui est frappant, c'est l'intelligence de cet enfant, mais en même temps, cette intelligence n'empêche rien. C'est-à-dire que la violence s'installe en dehors de lui et en lui. Oui, Gabriel, qui découvre que finalement, qu'une situation politique nous plaque des identités, qu'on ne les choisit pas, et lui, malgré tout, essaye de ne pas rentrer dans le jeu des adultes, de ne pas rentrer dans le jeu de ces petits copains qui, eux, ont décidé d'endosser ces identités. Et donc, il essaye de trouver des portes de sortie, des échappatoires, dont la lecture. Et ensuite, même dans cette fuite-là, la guerre finit par le rattraper. Alors, votre roman se termine par l'exil, alors que vous, Santiago Amigorena, c'est l'exil qui ouvre votre livre les premières fois. Est-ce que, justement, cet exil que vous racontez dès le début détermine ensuite toute la vie amoureuse de ce jeune garçon? Oui, pardon, bonjour aussi. Est-ce que ça détermine la vie amoureuse? Oui, ça détermine toute la vie, je pense, de mon narrateur, donc, qui ressemble étrangement au vôtre, parce que quand je dis exactement la même chose, il est absolument moi et absolument pas moi. Je lui prête autant de choses vraies que fausses, entre guillemets, en considérant souvent que les choses fausses deviennent parfois plus vraies que celles que d'autres que moi pourraient dire qui ont eu lieu. Oui, je pense que l'exil détermine toute sa vie, parce que cet exil, donc moi je suis né en Argentine,
J'ai connu un premier exil en Uruguay, c'est pas très loin de l'Argentine, mais c'est quand même 2 pays différents, et un deuxième en France. Et le deuxième exil était surtout un changement de langue. Donc, ce qui a été déterminant, je considère que c'est plus par rapport à l'écriture que par rapport à l'amour. Mais j'ai sans doute tendance à mélanger beaucoup les deux dans tout ce que j'écris. Oui, je dirais que dans la vie du narrateur, là, ça se passe sur 4 ans de lycée dans les années 70, donc à Paris. Et c'est ça s'appelle les premières fois parce qu'il y a une infinité de premières fois pendant ces 4 années. Il y a des premières fois amoureuses, beaucoup de premières fois d'écriture, de lecture, de découverte de lieux, de découverte d'œuvres d'art, des découvertes agréables, désagréables, mais elles sont toutes teintées par une douleur première qui est celle de l'exil et une distance qui permet l'écriture et qui vient aussi assez directement dans le cas de mon narrateur de l'exil. Oui. Une douleur et en même temps, ça c'est très vrai dans vos 3 livres, une puissance de métamorphose et d'adaptation de l'adolescent qui est très forte dans vos 3 livres. À chaque fois, il s'adapte. Oui, pour moi, l'adolescence est fondamentalement belle et heureuse. J'aime bien... Je parle beaucoup du fait que l'adolescence, en général, on passe son temps à la dénigrer quand on est adulte, à parler soit de sa mollesse, soit de sa maladresse, et qu'en fait, ce qu'on devrait regretter, ça c'est pas moi, c'est Proust, c'est pas les erreurs qu'on a commises, mais c'est la spontanéité qui nous permettait de les commettre. Et donc, oui, en général, je parle toujours de l'adolescence comme d'une puissance. Donc, une puissance qui est une puissance absolue, c'est une puissance de faire ou de ne pas faire, une puissance de subir ou d'agir, mais qui provoque en tout cas des choses qui permettent, par exemple, une adaptation à n'importe quoi, effectivement. Oui, qui fait quand même, qui peut faire de nous des petits monstres en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'adolescence et qu'on voit aujourd'hui probablement d'ailleurs avec les jeunes extrémistes islamistes. C'est-à-dire que c'est vrai, on s'adapte à n'importe quoi en fait, à n'importe quelle souffrance. Et on fait du massacre autour de nous. Moi, je pense en revivant ces années-là à la cruauté qu'on met en place pour se défendre en fait, pour devenir fort et pour traverser ces années-là. Mais on est en même temps extrêmement cruel et extrêmement fragile. Et je pense, moi il me semble que dans ces années-là, on traverse des dépressions sans que personne s'en aperçoive. Et quand je vois aujourd'hui les jeunes dans les cités et tout ça, en fait, beaucoup sont complètement dépressifs, personne ne s'occupe d'eux. Ils sont en fait dans un malheur profond. Et ça génère comme ça des personnalités qui parviennent à traverser ces années. Ça va se rattraper après 25 ans, après 30 ans, on se recultive, on refait le travail. Mais ce qu'on a encaissé et ce qu'on en a fait est assez dur et assez dangereux, en fait. Quelle faille ? Je sais pas. Je sais pas trop. Pour moi, ça dépend forcément de chaque personne, de chaque individu. C'est pour ça que j'ai pris un groupe d'enfants, donc qui, au début de l'histoire, ce sont encore des enfants, et puis ils rentrent dans l'adolescence petit à petit, et on voit que chacun a sa personnalité en fonction de sa propre histoire. Il y a un personnage qui s'appelle Gino, qui lui a perdu sa maman au Rwanda, et donc qui a une douleur en lui. Et comme cette douleur, il faut bien qu'il en fasse quelque chose, il la met dans la haine des autres. Gabi a eu de l'amour, ses parents lui ont donné de l'amour, donc en fait je pense que ça fait que lui est quelque part plus équilibré et ne recherche pas quelque chose. Donc je pense que l'adolescence c'est aussi lié à la vie, à l'entourage qu'on a, est-ce qu'on nous a donné de l'amour, est-ce qu'on nous a donné de l'attention, est-ce qu'on nous a oui, enfin c'est surtout ça. Je crois qu'il y a mais qu'au final, effectivement, c'est une époque, c'est une période cruelle parce qu'il y a la force du groupe.
Et c'est une période où on a envie d'appartenir. Même si on dit oui que les ados peuvent être comme ça un peu marginaux, mais en fait on a envie d'appartenir. Et donc quand on n'a pas la personnalité, une personnalité assez puissante pour dire non, eh bien des fois voilà, on peut se laisser embarquer et suivre la souffrance d'un autre. Cette question de puissance de la personnalité, elle est très forte chez vous, Léonora Miano, parce que ces 4 femmes, dans un genre totalement différent, ce sont des femmes qui exercent une puissance, au moins sur leur vie, non ? Oui, en tout cas, ce sont des femmes qui font des choix, peut-être pas toujours les bons, mais elles les assument, essayent de les comprendre. J'ai voulu créer des personnages, oui, dotés d'une capacité d'agir et qui prennent les décisions en ce qui concerne les aspects les plus importants de leur vie. Encore une fois, pas toujours les bonnes décisions, mais puisque ce sont elles qui les prennent, elles peuvent plus aisément changer d'orientation si nécessaire. En tout cas, je ne souhaitais pas créer forcément des personnages archétypaux. Je voulais travailler sur moi-même, et comme je n'avais pas l'intention, parce que pour l'instant ça m'est encore difficile d'écrire un texte autobiographique, il fallait que je puisse examiner en profondeur les régions de mon être que je souhaitais visiter, et il me fallait pour ça plusieurs figures féminines pour vraiment me voir sous tous les angles, m'auto-analyser. C'était vraiment absolument indispensable, et il fallait aussi que leurs paroles, leur regard sur elles-mêmes soit absolument dénué de complaisance. Et je pense que la force est là aussi, dans ce refus de la complaisance, et dans la capacité à regarder de manière assez frontale sa propre expérience pour pouvoir avancer. En tout cas, j'en étais là. Et voilà, pour traverser ma propre nuit, ces femmes m'ont beaucoup aidé, je vais bien mieux. Maintenant que j'ai écrit cet ouvrage et que je me comprends mieux. Se pose un peu la question dans chacun de vos livres de la distance qu'on doit avoir, qu'elle soit géographique ou temporelle, avec ce qu'on raconte et la période qu'on raconte. Est-ce que pour vous, le fait d'écrire de France vous offre une liberté plus forte pour écrire sur ces femmes d'Afrique ? On m'a souvent posé cette question. Je ne crois pas. Les personnes qui m'ont connue plus jeune au Cameroun, puisque j'ai commencé à écrire des romans très précisément à l'âge de 16 ans. Avant, j'écrivais de la poésie et des chansons, puisque mon grand truc dans la vie, c'était d'être une rockstar, c'était pas d'être écrivain. Et c'est toujours mon grand truc dans la vie. Quand je serai grande, je veux être une rockstar. Mais il se trouve que pour l'instant, je suis pas grande et je suis écrivain. Et si vous voulez, les gens qui m'ont connu plus jeune ne sont pas du tout surpris de ce que je peux écrire, hein, parce que j'ai eu la chance. Alors j'ai vécu, oui, dans un environnement familial assez marginal, mais j'ai eu un papa très libéral, pour lequel il n'y avait pas de tabou. On pouvait parler de tout avec lui, plus qu'avec avec ma mère. Et si vous voulez, j'ai bénéficié d'une très très grande liberté d'expression qui m'est restée. Elle m'a été donnée, c'est resté. D'ailleurs, souvent les anciens trouvaient qu'ils m'avaient très très mal élevé, parce que je ne marchais pas dans les clous, je répondais alors que je n'aurais pas dû, j'interrogeais alors que je n'aurais pas dû. Quelqu'un m'a dit un jour, il faut que tu fasses attention, j'avais 16 ans quand on m'a dit ça, il faut que tu fasses attention parce que tu es une fille et tu utilises 100% de ton intelligence, tu n'es pas censé utiliser plus de 70%, tu vas avoir des problèmes. Et donc, voilà, ceux qui m'ont connu sont pas du tout étonnés. Et d'ailleurs, le Cameroun produit
produit des grandes gueules. Hein. C'est un pays de rebelles. Il n'y a pas d'auteur camerounais consensuel. On a des univers différents, mais on est tous un peu des metteurs de pieds dans le plat. Ça, ce pays-là fabrique ça parce qu'il a une histoire qu'il explique, une histoire de gens qui se sont battus pour leur liberté et à qui on l'a volé. Donc on a ce truc, on a envie de l'ouvrir. Donc non, ils sont pas du tout étonnés de ce que je peux dire. Quelquefois, on peut me reprocher de révéler à tout le monde des choses qui auraient dû rester dans un entre-soi. On me dit, voilà, on sait que c'est vrai, mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Et j'explique que l'entre-soi, pour moi, oui, c'est l'Afrique, mais c'est aussi l'humanité. Et je pense pas que les autres soient tellement effrayés, d'ailleurs, de se reconnaître en nous, hein, parce que ce que nous racontons, finalement, n'est pas étranger aux autres. Hein. Et donc, voilà, non, je pense pas que le fait de vivre en Europe me facilite particulièrement la tâche. Je crois que certains sujets viennent aujourd'hui sous ma plume pour des raisons personnelles. J'écris les livres qui sont nécessaires pour moi. Hein, jusqu'ici, je n'ai fait que ça. Et le jour où un texte ne me semblera pas vital, ben je ne l'écrirai pas, je ferai autre chose. Santiago Amigorena, vous, la distance, on peut se demander si elle n'est pas celle de la nostalgie, parce que vous faites de ces années 70, qui sont celles de votre adolescence, un moment d'une grande douceur, avant la chute, qui serait selon vous 83, je crois, et le basculement, la trahison, diront certains, de François Mitterrand. Qui passe du côté libéral. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver vers cette époque-là avec une nostalgie très forte ? Oui, juste la date que je fixe, elle dépend autant de la trahison du Parti socialiste que de la fin de mon premier amour. Donc c'est juste pour dire que, en général, quand j'établis des dates et quand je parle des années 70, j'essaye pas de dire ce que sont les années 70, mais ce qu'ont été pour moi les années 70. Donc je définis énormément de choses, même l'adolescence. J'ai tendance à dire, voilà, pour moi l'adolescence c'est ça. Évidemment, c'est pour moi aujourd'hui et pour mon narrateur à l'époque. Donc les années 70, oui, je me bats un peu tout le temps, parce que quand j'écris depuis toujours sur le passé, c'est-à-dire c'est très explicite que ce que j'écris naît dans la mémoire, et en même temps je pense qu'il y a quelque chose de terrible à utiliser la mémoire, c'est-à-dire que la vie elle est du côté de l'oubli, elle n'est pas du tout du côté de la mémoire, c'est-à-dire que donc je me pose toujours la question de comment écrire sur le passé sans être dans le ressentiment, disons, dans un rapport nostalgique. Quand on parle de nostalgie, en général, on parle d'une forme de tristesse. Bizarrement, c'est cette tristesse qui fait qu'on peut écrire. Donc on peut aussi se projeter vers l'avenir. Pas seulement personnellement, mais mes années 70, je les écris pour trouver dans le présent quelque chose qui permet de sortir de ce que je critique dans les années 80 et qui dure depuis ce moment-là, donc depuis plus de 30 ans. Donc est-ce que c'est un regard nostalgique si on pense que la nostalgie peut être aussi une nostalgie du futur, pas seulement du passé. De la même manière que la mélancolie, par exemple, qui est une maladie donc depuis le Moyen-Âge, qui est une maladie très clairement travaillée, expliquée par les médecins, c'est ce qui permet aussi l'art. Il n'y a pas de création presque sans mélancolie. Si on n'a pas le sentiment qu'il est impossible de toucher à la réalité, on ne fait rien qui permet de la transformer. Donc voilà, c'est un rapport qui est sans doute un peu complexe avec le mot nostalgie. Cette tristesse, cette mélancolie, vous l'aviez, Gaël Faye, quand vous avez décidé d'écrire sur ce passé qui est un peu le vôtre ? Au contraire, j'avais envie d'écrire une histoire qui allait me ramener aux bons jours heureux. Donc il n'y avait pas de tristesse.
j'ai utilisé la musique parce qu'à par ailleurs je fais de la chanson, de la musique, et voilà, j'avais déjà utilisé peut-être ce sentiment de nostalgie, je dirais même saudade, je préfère ce mot-là parce qu'il y a, je ne sais pas comment traduire en français, mais je ressens quelque chose de plus lumineux que dans la nostalgie. Et donc, ce roman, c'était beaucoup plus une espèce d'envie, c'était presque de la méditation, quoi, de retrouver le bruit du quartier, de mon enfance, la senteur des manguiers. Et par contre, j'avais besoin, moi, de cette distance. J'arrive pas à écrire... je me rends compte que j'arrive à écrire sur le Rwanda, le Burundi, depuis Paris. Et depuis 1 an, je vis à Kigali et je n'arrive plus à écrire sur les mangues parce que j'en ai plein dans mon jardin. Donc, et j'écris beaucoup plus sur la France et sur mon expérience en Occident. Donc j'ai peut-être plus une écriture de l'éloignement. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. C'est comme si de changer géographiquement, voilà, ça nous permet d'avoir un nouveau regard. Et c'est vraiment super ce que tu as dit, Léonora, sur on nous reproche des fois de révéler des secrets, parce que j'ai fait lire Petit Pays à quelques oncles donc au Rwanda, et ils m'ont fait exactement cette réflexion que je n'ai pas compris, en disant mais pourquoi on n'a pas besoin de raconter ça, de l'écrire pour que tout le monde sache ce qui nous est arrivé. Voilà, viens au cabaret, on en discute, on boit un verre, mais pourquoi l'écrire, le fixer pour que tout le monde soit au courant de comment on a vécu? Et donc c'est très drôle, je pensais pas que... Et ça va même être traduit alors que tu crois. Non, ouais, non, et donc moi j'ai beaucoup d'ailleurs reproché à mes aînés de ne pas avoir écrit leur vie. Parce que tous les romans ou tous les livres qu'on a sur cette région viennent souvent d'observateurs étrangers. Mais on a, à part Scholastique Mukasonga, nous avons très très peu d'aînés qui ont pris la plume pour aussi raconter nos expériences avec nos mots. Et donc, ouais, ce livre est aussi, pour moi, était une manière de témoigner et de témoigner du bonheur aussi. Je voulais témoigner du bonheur parce que la machette, et la calache et le gourdin, c'est ce qu'on raconte en permanence. On se définit à travers ça, on prend la plume pour raconter quand il y a ça, mais il faut aussi qu'on raconte nos bonheurs. Il faut qu'on raconte ces moments d'émerveillement. Et il y en a plein. On ne vit pas dans des mouroirs. On vit dans des pays avec des vies simples, des petits trains-trains. Et c'était ça qui était important aussi pour moi de déclarer, de crier. Lionel Duroy, cette histoire, c'est une vieille histoire pour vous. Est-ce qu'on a le droit de raconter? Gardons ça entre nous vis-à-vis de votre... Au moins depuis le chagrin. Ben oui, moi je suis vraiment content de vous avoir entendu tous les trois, parce que ça dit exactement le fond de la littérature. C'est-à-dire, moi, mon sentiment, c'est que nous avons appris tous les quatre le monde en lisant les autres, à travers la littérature. Tous les secrets, tout l'indicible que nous portons, nous, chaque fois, nous l'apprenons en lisant les autres, en fait. C'est jamais... Enfin, moi, je me fais cette réflexion parce que je le vois à l'expérience. Je n'ai rien appris des adultes, par exemple. Je n'ai appris, je crois... Il n'y a qu'un adulte ou deux qui ont compté dans ma vie, dont mon professeur de philo en terminale, qui m'a vraiment révélé le secret de la vie, de quelle façon on pouvait vivre. Et donc, notre travail d'écrivain, c'est toujours de parvenir à dire le secret, la joie aussi, mais toujours ce qui est indicible. Parce que on dit à ce moment-là l'horlogerie secrète de la vie. C'est pas dans les cafés, c'est pas avec les parents et c'est pas avec les amis qu'on apprend des choses sur nous. C'est toujours en lisant la littérature. C'est à travers les livres qu'on apprend véritablement qui nous sommes. Et c'est intéressant de vous entendre tous les trois parce que finalement, c'est exactement ce que vous avez dit, quoi. Quand tu parles de mélancolie, je crois qu'effectivement, l'état d'écriture, moi je le sens vraiment, c'est une espèce de tristesse ou de mélancolie, et c'est à travers cette mélancolie qu'on parvient à toucher les choses profondes qui nous habitent.
Et alors, on cherche les mots pour les dire. Et finalement, tout le travail d'écriture, c'est de parvenir à nommer ces choses pratiquement inattrapables. Et on les nomme, on leur donne un nom, on les met en situation. Et alors, ceux qui nous lisent, comme nous, puisque nous lisons aussi en même temps que nous écrivons, nous apprenons. En fait, c'est un puits sans fond, tout ce qu'on pourrait dire de ce que nous sommes, tout ce qui nous traverse, toutes nos petites musiques intérieures comme ça quand on marche dans la rue. Eh bien, vous voyez cette musique intérieure qu'on a chacun quand on marche dans la rue, où on se souvient d'eux, où on est mélancolique, où on est triste et tout ça. En fait, on se la répète dans nos têtes, mais jamais on arrive à la nommer, à mettre des mots dessus. Et en fait, le jour où on arrive à la nommer, on creuse un peu plus de quoi nous sommes faits, quoi. Et je trouve que si les écrivains font pas ça, alors je ne sais pas qui le fait, en fait. Enfin, les artistes, le cinéma le fait. Mais c'est très dur, je trouve. C'est vraiment le travail de toute une vie. Mais est-ce que ça signifie que lorsque vous écrivez, vous avez aussi l'ambition d'offrir votre vie en modèle d'études, je veux dire, en cas d'études? En fait, je me suis jamais posé cette question. Je me suis mis à écrire à 16-17 ans parce que je comprenais pas comment c'était possible, en fait, de mettre, comme mes parents, par exemple, 10 enfants au monde, et puis quand vous leur dites « Mais pourquoi vous avez fait 10 enfants alors que vous n'avez pas du tout d'argent pour nous élever ?» et ma mère répond « On n'allait pas vous mettre à la poubelle quand même. » Mais ça dit toute une vie de réflexion philosophique ensuite derrière. C'est pas possible. On nous met au monde, sachant qu'on va mourir. Bon, à mon tour, j'ai fait des enfants, etc. Qu'est-ce que je leur transmets? Voilà. Bon, donc toute la question, en fait, quand je commence à écrire, c'est très général. C'est comprendre. Alors pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On est très complexe. On est traversé par des grands moments de mélancolie, de doute. On comprend pas ce qu'on fout là. Bon, eh bien. Moi, j'ai eu très vite envie de consacrer l'ensemble de ma vie à écrire sur ce mystère de la vie, quoi. Et puis pas m'en distraire. J'avais pas envie de faire un métier. J'avais pas envie d'être pilote d'avion, pilote de course, coiffeur et tout ça. Non. J'avais envie de rester à mon bureau et d'écrire toute la journée. Évidemment que ça devient général. Victor Hugo l'a très bien expliqué. Évidemment qu'on part de sa propre expérience, mais ensuite tout ce qu'on dit. C'est ça qui distingue en fait un travail d'écriture d'un journal intime. C'est qu'à un moment, vous atteignez quelque chose d'universel. En nommant les choses, nous sommes tous traversés quand même des mêmes choses. Donc évidemment qu'à un moment, on se retrouve. Nous, on s'est bien retrouvés en lisant les autres. Donc on va tous se retrouver, évidemment. Santiago Amigorena, ce sont beaucoup de questions que vous avez dû vous poser. Oui, bien sûr. Moi, je suis absolument convaincu que dans quelques décennies, tous les livres d'histoire diront que 1983 est le début d'une nouvelle ère et que c'est à cause de la fin de mon premier amour et pas du tout des autres événements. Je veux dire, sinon, je n'écrirais pas. Mais ça n'a... vous pouvez essayer de me convaincre que c'est pas vrai ou ça marchera pas. Y a pas de... On essaye de trouver des mots justes, on sait qu'on ne les trouve pas, donc on continue d'écrire, en général on ne s'arrête pas. Et ces mots justes ne correspondent pas à des réalités communes, elles correspondent à une réalité intime. Donc la seule chose qu'on essaye de faire, c'est que nos mots justes montrent comment on voit le monde, et sans jamais perdre... Je pense, quand on aime la littérature, quand on aime les autres auteurs, sans jamais perdre de vue que la chose qu'ils nous ont apportée, ce sont d'autres vies que les nôtres et donc d'autres visions du monde. Là, rien qu'en entendant parler, c'est ce qu'on a envie d'aller chercher dans les livres dont on entend parler. Voilà, c'est une particularité, une vision complètement différente de la nôtre, et il n'y a rien d'autre que l'art en général qui transmet cette possibilité globale de montrer à d'autres êtres que la fin de l'utopie en politique commence en 1983. Vous ne pouvez pas le savoir si vous n'adhérez pas à ma théorie, comme quoi c'est à cause de la fin de mon premier amour.
Donc oui, c'est tout un tas de questions qui me traversent toujours quand par rapport à ce que je disais sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Je parlais avec quelqu'un d'autre de transfuge et il n'y a pas longtemps je lui disais que c'est assez absurde, hein, j'écris, donc mon livre est très long, il fait presque 600 pages et je lui disais que la phrase qui pour moi est la plus belle dans le livre et n'éclatait pas de rire, c'est mon frère, je la cite un peu de mémoire, mon frère m'a pris par la main et nous sommes allés rejoindre nos amis dans l'eau. Et je sais qu'en écrivant, donc j'ai écrit pendant 4 ans ce livre, et en écrivant ce livre, cette phrase, c'est le moment où j'étais le plus ému par rapport à ce que je racontais. C'est sans doute la phrase la plus simple du livre. En général, j'écris des phrases beaucoup plus complexes, longues, avec un vocabulaire un peu plus recherché. Et je lui disais que là, ce qui m'avait frappé en écrivant cette phrase, c'est que donc je raconte un moment où mon frère de 18 ans est avec moi. Je viens de lui raconter que je fais l'amour pour la première fois. Je dis je, mais c'est mon narrateur, donc qui est moi et n'est pas moi. Et donc après lui avoir raconté ça, son frère le prend par la main et l'amène rejoindre des amis dans l'eau à la plage. Et je disais, ce qui m'a frappé, c'est que j'étais extrêmement ému par ça. Je sais pertinemment que c'est pas vrai, pas parce que je me souviens exactement de ce qui s'est passé, mais parce que mon frère à 18 ans m'aurait jamais pris par la main. C'était absurde. Donc c'est absurde même à l'intérieur de la fiction. C'est pas que j'ai trouvé une image qui, dans la fiction, fonctionne très bien et on se dit ah oui, ça aurait dû être comme ça. C'est même pas ça. C'est juste que ce geste complètement faux dit quelque chose sur mon histoire, sur ma vie, sur ma relation avec mon frère et sur ma manière de voir le monde qui va au-delà de la vérité, de la réalité. Donc peut-être une petite forme de vérité qui surgit. Absolument, Lionel Duroy. Moi, je sais que vous devez partir prendre votre train. Je suis confus, hein, je suis obligé de partir parce que j'ai un train à 7h15, donc je vous laisse continuer le débat. Mais merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. C'est l'absente aux éditions Julia. Alors, Léonora Miano, je vous voyais hocher la tête quand Lionel Duroy disait mais l'important, c'est de savoir d'où on parle et pourquoi on est là. C'est une question essentielle pour vous ? Ah oui, mais beaucoup de choses m'ont frappé dans ce qui a été dit. Avant de vous répondre, j'aimerais dire un petit mot de la mélancolie, que je crois aussi être une force créatrice. Il se trouve que mon roman est sous-titré comme ça, Mélancolie, et on m'a posé la question de savoir pourquoi. J'aurais pu écrire blues, mais j'ai beaucoup employé le terme de blues. Et je pense que blues aurait peut-être été moins bien compris parce qu'ici, on pense que le blues est une complainte. Mais le blues, c'est pas ça. Le blues, c'est la chanson réaliste des Afro-Américains. C'est pas une chanson où tu ne fais que te lamenter. C'est une chanson où tu vois ta réalité, qui parfois peut être difficile. Mais puisque tu es en train de la chanter, c'est que tu dépasses, tu transcendes ces difficultés, tu es vivant. Tu sais que tu es vivant et que ça a de la valeur, même si le quotidien est difficile. Et les personnages du roman sont saisis à un moment de leur parcours qui est un choc. Il se passe quelque chose d'un peu rude, d'un peu brutal, qu'il faut affronter, qui amène à se relire soi-même de l'intérieur, mais qui va aussi permettre cette progression, qui va permettre de se trouver, de se réinventer peut-être. Et c'est pour ça que je l'ai appelée mélancolie, parce qu'elles sont devant une possibilité de s'inventer toutes. Et c'est donc pas un instant pathologique, morbide. C'est pas du tout ça. C'est comme une gestation, en fait. C'est quelque chose qui est porteur de plein de possibilités si on veut bien les saisir. Et sur l'importance de l'endroit d'où on parle pour s'exprimer, c'est au moins pour l'individu qui le fait, c'est la garantie d'une vérité. Peut-être pas de la vérité,
mais c'est ce qui permet d'appréhender les choses de façon sincère. Oui, je n'ai pas d'autre mot que vérité, et c'est ce que nous cherchons. J'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que j'avais toujours été autorisée à m'exprimer très librement. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'était surtout pour toutes les questions liées au savoir ou à la vie, entre guillemets, matérielle. On pouvait parler d'absolument tout, dès lors que ce n'était pas relatif à l'intimité. Il y avait, sur les questions intimes, un silence d'une épaisseur telle que très vite, elles m'ont totalement obsédée. J'ai su parler ma langue maternelle parce que nous étions élevés uniquement en français, mais j'ai su la parler parce que je savais que c'était dans cette langue que je pouvais découvrir ce que les adultes ne nous disaient pas. C'était cette langue qu'ils utilisaient pour ne parler qu'entre eux de façon à ce que nous ne sachions pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont transmises qu'au sein d'une même classe d'âge et qui ne sont jamais dites aux plus jeunes. Mais quand je dis jamais, c'est que même aujourd'hui, j'ai 43 ans, il y a des choses, je peux poser des questions très précises à ma mère, elle ne répondra pas. Elle ne répond pas. Et elle répond d'autant moins aujourd'hui que j'écris des livres. Et qu'elle craint que j'aille dévoiler. Et je ne peux pas du tout promettre de ne pas le faire, puisque pour moi... Donc, effectivement, il y a des secrets extrêmement pesants. Et j'ai toujours senti qu'il me fallait briser ces silences pour... comment dire? C'est un peu prétentieux. Mais nous avons peu de temps et je n'ai pas la possibilité comme ça de chercher le mot le plus juste. Mais pour nous guérir collectivement, déjà dans cette petite famille, de nos troubles, parce que je les crois souvent engendrés par ces silences. On fait silence sur des choses qu'on estime douloureuses, humiliantes, parce qu'on pense par le silence empêcher leur répétition. Or, je crois que c'est l'inverse qui se produit, que souvent le silence engendre la répétition du malheur par d'autres modalités, que c'est le fait de dire qui neutralise. Hein, et j'ai toujours ressenti, moi, cette urgence-là, de dire justement ce dont les gens ne voulaient pas parler. Et c'est ce que je fais dans mes livres, quel que soit le sujet que je choisis, et ce qui peut déranger parfois les miens qui, voilà, on vient de ce milieu un peu feutré où on ne dit pas les choses intimes. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse en réalité, précisément parce que c'est ce dont on ne veut pas parler. Or, il y a des intimités pour les individus, mais il y en a aussi pour les collectivités. Alors, je m'intéresse aux deux, et c'est plutôt par là que je vais fouiller pour voir ce qu'on ne veut pas dire, le mettre en pleine lumière de façon à lui ôter toute sa puissance mortifère. Gaël Faye, dans vos chansons, dans votre livre, est-ce que vous avez l'impression de faire un peu le même parcours que celui de Léonora Miano quand elle parle de tout ça? Oui, complètement. Enfin, vraiment, tellement de liens que c'en est troublant. Je crois que si j'écris, c'est premièrement parce que ma mère ne nous a pas transmis la langue. Elle nous a pas transmis la langue. On ne parle pas Kinyarwanda, sa langue. Je crois qu'elle voulait faire de nous des petits blancs, parce que mon père est français, ma mère est rwandaise, donc comme le narrateur du livre. Et donc ces non-dits et ce silence, je l'ai ressenti très 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 fortement. Et en même temps, je me dis que c'est une chance peut-être de ne pas avoir parlé cette langue, parce que de ne pas la parler, ça m'a poussé à la curiosité d'aller vers cette histoire. Et peut-être que, contrairement à des cousins qui, eux, parlent la langue, et donc on est dans une culture du verbe, dans Burundi et au Rwanda, c'est vraiment une vraie culture du verbe, mais pas de l'écrit.
n'ont pas besoin peut-être de se dire à l'écrit, de se raconter, parce que les choses se transmettent comme ça, assez aisément. Et comme pour moi tout était mystérieux, je pense que j'ai écrit à cause de ça, et grâce à ça. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous les trois. Et est-ce qu'on vous retrouve demain à vos stands pour signer? Oui. Moi, oui. Je serai là. Oui, demain matin. Santiago. Moi, c'est pas encore sûr. Bon. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, en tout cas.